Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du nouveau concept zonebourse.com, les marchés en action, une émission dédiée aux investisseurs francophones dans laquelle nous allons parler des indices, du forex, des crypto-monnaies, des matières premières et surtout du marché action. Le but de cette émission est de faire un décryptage de marché, faire un point sur la situation globale, la macroéconomie, les différents mouvements de marché et de vous apporter un décryptage des clés de lecture afin de pouvoir prendre de meilleures décisions d'investissement. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste boursier pour zonebourse.com. Je viens de rejoindre cette équipe avec qui j'ai eu la chance de travailler entre 2007 et 2010. Me voilà de retour auprès d'une équipe très complète et d'analystes que je vous présenterai au fur et à mesure de ces émissions. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 novembre et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adresse à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. En d'autres termes, vous êtes responsable de vos prises de décision. Les marchés en action, donc c'est tous les mardis vers 11h. En fait, dans un premier temps, cette émission est réalisée en préenregistrement et publiée sur la chaîne YouTube de zonebourse.com. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite également à découvrir tous les matins sur le site de Zone Bourse le Morning Meeting. Réveillez-vous avec Anthony Bondin, qui réalise un formidable travail de décryptage sur l'actualité. Tous les jours, vous retrouverez bientôt Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Et donc tous les mardis, nous nous retrouverons pour cette émission Les marchés en action. Au sommaire de cette émission, alors c'est une émission qui se déroule en deux grandes parties. Dans la première grande partie, nous allons parler focus marché, les derniers décalages et leurs explications. Ensuite, les actualités actions, où je sélectionne des publications d'entreprises ou des news qui concernent certaines sociétés, le but étant ici de faire du décryptage. Ensuite, nous voyons l'actualité économique, les derniers grands chiffres publiés à travers la planète, ainsi que le calendrier à venir. Et puis, nous faisons un top-flop macroéconomique, à que vous puissiez bien cerner ce qu'il se passe sur la planète finance. Cette première partie d'émission donc est sur cette présentation PowerPoint et dans un second temps, nous passerons sur la plateforme ProRealTime pour regarder les graphiques des indices du Forex des matières premières et ensuite d'une sélection d'actions que j'ai réalisées pour cette émission. Dans un second temps, je poserai sur Twitter la question à savoir de quelles actions vous souhaitez parler dans l'émission suivante. Et enfin, nous ferons des émissions en direct très bientôt sur la chaîne YouTube et vous pourrez alors poser vos questions directement dans le chat. Enfin, nous vous préparons un espace Zone Bourse TV sur le site zonebourse.com et dans cet espace, vous pourrez retrouver toutes les émissions de notre équipe. Nous prévoyons plus de 30 émissions par mois afin de mieux vous accompagner au quotidien. Alors, le focus marché. Nous avons assisté à de très forts décalages hier sur les marchés, donc voyons cela.
Le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq Composite, les indices américains ont tous inscrit de nouveaux records historiques hier, lundi 9 novembre, soutenus par l'espoir d'un vaccin. Ce serait Pfizer, le laboratoire américain, qui aurait réussi à trouver un vaccin ayant un impact positif dans 90% des cas sur les malades du Covid. C'est une phase 3. C'est toujours en essai, mais cela a réussi à porter les marchés qui ont décalé dans des proportions historiques. Le CAC 40 par exemple a gagné 7,98% sur les 5 dernières séances. Il a été tiré par l'élection américaine d'une part, la confiance des opérateurs sur la gestion du Covid d'autre part, et enfin hier l'annonce de Pfizer évidemment. Alors, je vous dis tiré par les résultats de l'élection américaine. Effectivement, c'était très spécial cette élection. C'était très serré en termes de résultats. On ne savait pas si c'était Donald Trump ou Joe Biden qui allait l'emporter. De nombreuses banques américaines avaient laissé entendre que si Joe Biden gagnait, eh bien les marchés pourraient baisser. Un petit peu de la même façon qu'il y a 4 ans, eh bien les marchés attendaient une baisse avec l'élection de Donald Trump. Résultat, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Joe Biden a gagné de quelques millions de voix et les marchés s'en sont parfaitement accommodés puisqu'ils ont continué à monter mercredi, jeudi et vendredi dernier. Ce qui compte en fait dans cette situation, c'est que Joe Biden ne va certainement pas gagner le Sénat et nous allons donc assister à une sorte de coalition, c'est-à-dire que nombreux avaient peur que par exemple Joe Biden mette en place des lois antitrust qui auraient pu peser fortement sur les GAFA. Et étant donné que nous allons potentiellement vers une coalition, eh bien ce spectre de lois antitrust s'est éloigné et les opérateurs ont donc profité du fait que l'élection américaine était passée pour recouvrer de la visibilité et donc revenir se positionner sur le marché action. Ensuite, je vous parle de la confiance des opérateurs sur la gestion du Covid. Vous allez me dire qu'en Europe, actuellement, on est toujours sur un confinement partiel, on a toujours un nombre de cas de Covid qui continue d'augmenter quotidiennement et c'est la même chose aux États-Unis. Quand je vous parle de la gestion du Covid, en fait, c'est le fait que plus le Covid impactera l'économie, plus nous allons connaître des périodes de confinement, plus les États et les banques centrales seront en soutien. Donc quand je vous dis que les opérateurs ont confiance dans la gestion du Covid, eh bien c'est que contrairement à il y a quelques mois, en mars-avril, quand cette pandémie était une nouveauté sur les marchés, eh bien cette fois-ci ce n'est plus le cas. Beaucoup de lecteurs s'attendaient notamment à une deuxième vague baissière sur le CAC 40 sous les 4500 points à cause justement des reconfinements. Et comme j'ai essayé de l'expliquer à maintes reprises, lorsque l'Allemagne a annoncé son confinement total au mois de mars, eh bien cela correspondait au point bas des marchés. Ce qui compte pour les opérateurs, encore une fois, c'est de la visibilité. Or, nous savons aujourd'hui que confinement, pas confinement, les États et les banques centrales sont là en soutien dans des proportions historiques. Enfin, concernant l'annonce de Pfizer, et même s'il faut rester prudent, peut-être un petit peu dubitatif, mon rôle ici n'est pas de juger si ce vaccin est efficace ou non, mais bien de vous transmettre l'information selon laquelle cette fois, contrairement à ces dernières semaines, ces derniers mois, lorsqu'il y avait eu des spéculations par exemple sur le vaccin de Moderna, eh bien cette fois, le marché a envie d'y croire. Le marché a envie de voir le verre à moitié plein et c'est ce qui porte le marché action hier et encore ce matin. Nous avons assisté à des hausses impressionnantes, rares sur les grosses valeurs de la cote, à l'image d'Unibail plus 24%, Vinci plus 18,8%, Airbus plus 18,5%. Toutes ces valeurs étaient en quelque sorte en attente d'une sortie de crise. La semaine dernière sur Twitter, j'avais expliqué qu'il fallait se constituer une liste d'actions au cas où le mot vaccin sortirait dans les médias, car l'élection était passée,
la gestion du Covid était effective. Et donc, s'il y avait un espoir que les marchés remontent d'ici la fin de l'année, eh bien, c'était justement des spéculations autour d'un vaccin. Je ne pensais pas que 5 jours après en avoir parlé, eh bien, ces rumeurs, enfin, cette information sur le vaccin sortirait. Mais voilà, c'est le cas et j'espère que certains d'entre vous en ont profité, même si, il faut le dire, la séance d'hier était particulièrement complexe. On a des investisseurs qui étaient positionnés sur les grosses valeurs qui ont profité, mais d'un autre côté, ils avaient pâti de la baisse de ces dernières lors des semaines précédentes. Nous avions des investisseurs qui étaient positionnés sur les valeurs Covid qui sont fortement retombés en séance. Donc on ne peut pas dire que c'était si facile que cela. Et si vous êtes un peu désarçonné, déboussolé par la séance d'hier, eh bien sachez que c'est le cas également pour tous les professionnels. La violence d'hier démontre une certaine instabilité des marchés. Elle ne nous permet pas non plus d'agir avec confiance et visibilité. Et il y a aussi une notion complexe, c'est le market timing. En effet, il est très difficile de se positionner par exemple sur Airbus alors que cette dernière a gagné 25% en l'espace de 24 heures. Donc ce que nous verrons dans la partie graphique, c'est que sur certaines actions, si vous êtes positionné, eh bien c'est une très bonne chose et peut-être que vous allez pouvoir laisser courir vos positions. Sur d'autres actions délaissées, peut-être des valeurs moyennes, peut-être qu'il y aura encore des choses à faire. Mais ce n'est pas parce que le CAC 40 vient de gagner 9% et que l'on connaît un élan d'espoir sur les marchés, eh bien qu'il faut se ruer à l'achat. Il faut rester prudent sur ces marchés. Les valeurs Covid ont pâti hier donc de cette annonce. Novacite, qui est une des valeurs les plus tradées sur le marché français et qui réalise des tests, a baissé en séance de près de 50% avant de se stabiliser autour de 8 euros en baisse de 30%. C'est normal, hein, les investisseurs partent du principe que le spectre d'une crise du Covid très longue s'éloigne. Et on a vu également d'autres actions baisser, ce qui a surpris certains investisseurs, comme par exemple Ubisoft. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport entre Ubisoft et le Covid ? Eh bien, tout simplement, il y a une sorte de bonus spéculatif qui a été mis en place sur certaines actions qui ont un rapport direct ou indirect avec le Covid. C'est-à-dire que plus la crise du Covid dure, plus les gens commandent de la nourriture à distance, plus ils travaillent avec des logiciels à distance, plus ils jouent aux jeux vidéo. Bref, tous les impacts que pouvait avoir sur certains business un Covid long, eh bien, ont fait que certains dossiers étaient plus recherchés que d'autres. Et donc, quand hier, cette nouvelle sur un possible vaccin est sortie, eh bien, ces valeurs de Novacite à Ubisoft ont perdu en quelque sorte leur bonus spéculatif, et c'est ce qui explique qu'elles aient été aussi délaissées. Alors certaines personnes m'ont répondu, oui, mais Novacite continuera de vendre des tests. Eurobio, Biosinex, d'autres valeurs du secteur continueront d'avoir d'autres activités et d'avoir possiblement de bons résultats. Ce n'est pas faux, mais je pense qu'il faudra être plus sélectif à l'avenir, car comme je l'écris ici, investisseur échaudé craint l'eau froide. Lorsque l'on s'est positionné sur un titre comme Biosinex qui était superbe, la semaine dernière nous apprenions que le PDG s'était renforcé dans la société, elle était autour de 17-18 euros. Dans la journée d'hier, elle est montée au-dessus des 21, même 22 euros, en hausse de plus de 20%. Donc on assistait vraiment à un bel élan haussier, à des beaux signaux techniques, mais malheureusement avec cette annonce, eh bien, ce fut la douche froide et le titre a perdu 30 ou 40% en séance. Donc je pense que certains investisseurs, certains fonds auront du mal à retourner sur les valeurs Covid. C'est pour ça que si votre souhait est de vous placer sur ces dernières à meilleur prix, je vous invite vraiment à les prendre avec des pincettes et à faire du cas par cas. Hier, nous avons également constaté des dégagements sur les matières premières. L'or, par exemple, a subi
une baisse de 100 $ en séance. Donc c'était vraiment une séance historique, pas que sur le marché action, mais également sur l'échange, sur les matières premières. Le Bitcoin, lui, s'est montré particulièrement résilient, décorrélé. Il est toujours stable, autour des 1500 $, après avoir connu une hausse de 40% sur le mois écoulé. En fait, depuis que PayPal a annoncé qu'ils accepteraient le Bitcoin, eh bien, on peut noter une décorrélation entre cette crypto-monnaie et le marché action. En effet, quand par exemple au mois de mars dernier les marchés actions avaient fortement chuté, eh bien le Bitcoin avait fait de même. Il avait une corrélation positive avec le marché action et l'appétit pour le risque. Quand tout allait bien sur le marché action, le Bitcoin remontait. Quand tout allait mal sur le marché action, eh bien le Bitcoin chutait. Et pour la première fois, on voit une décorrélation entre le Bitcoin et les marchés actions, ce qui n'est pas pour déplaire bien évidemment aux crypto-enthousiastes. Enfin, notons que l'indice de la volatilité, également appelé l'indice de la peur, le VIX, est retombé sur les 22 points. Il a baissé graduellement de 30 à 22 points ces dernières séances, démontrant donc un retour de l'appétit pour le risque des investisseurs. Néanmoins, il reste soutenu au-dessus de cette base graphique des 21-22 points. Et donc, cela veut dire qu'on a une volatilité qui n'est pas non plus extrêmement faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir des contre-coups, des marchés volatiles et qu'il faut rester prudent dans nos décisions d'investissement. Alors quand je dis prudent, ça ne veut pas dire rester sur le côté, ne pas acheter. Ça veut tout simplement dire qu'on va essayer de privilégier des bons dossiers avec des fondamentaux de qualité et qu'on ne va pas oublier quand on fait du court terme, du trading, de mettre des stocks de protection pour se prémunir de retournements. Je vous lis également un commentaire que j'ai rédigé hier à l'intention d'un journaliste de l'Express pour vous donner un petit peu mon sentiment sur ce qui s'est passé hier et sur ce que cela engendre. Donc le mouvement en cours hier, la forte hausse, n'a rien à voir avec les spéculations passées sur l'éventualité d'un vaccin. Donc c'est ce que je vous disais avant par rapport au vaccin sur lequel Moderna, laboratoire américain, travaillait. Nous assistons à une rotation sectorielle d'une violence sans précédent, à une volatilité historique à la hausse et à des dégagements massifs dans toutes les valeurs qui avaient de près ou de loin un rapport avec le Covid. Du jour au lendemain, les opérateurs ont cette fois réellement envie de croire à un avenir meilleur, la possibilité d'un vaccin soit trouvée et rapidement distribuée, raison pour laquelle il convient de ne pas se mettre en face du train. Alors quand je dis ne pas se mettre en face du train, c'est parce que hier certains investisseurs dubitatifs sur ce vaccin me disaient vouloir prendre des positions vendeuses, notamment sur le BX4, c'est-à-dire jouer la baisse du CAC 40 à 5200, à 5300, à 5400 points. Et ce que j'essaye de vous expliquer donc à travers ce commentaire et cette première partie d'émission, c'est que pour le moment, en l'état, on a un courant acheteur, justifié ou non, porté par de l'espoir. Et donc, pour le moment, il convient soit de rester sur le côté, soit d'y participer, mais pas de se mettre en face en l'absence de signal. Nombreux investisseurs donc semblent sceptiques quant au mouvement en cours, mais à l'étude des variations et volumes du jour, il s'agit véritablement d'un changement d'état d'esprit. Alors c'est peut-être uniquement un changement d'état d'esprit à court terme, peut-être pas à moyen ou à long terme, mais ce que j'essayais de vous dire aussi avec ce commentaire-là, c'est que on a assisté à des volumes historiques. Donc il y a des acheteurs, des fonds d'investissement, des sociétés de gestion qui se sont placés à l'achat et qui ont voulu participer à cette hausse. Et il y a également eu des rachats de positions vendeuses. Vous vous doutez bien que tous ceux qui étaient à la vente se sont en grande partie rachetés et ne vont pas s'amuser à se replacer à la vente dès le lendemain après avoir pris une claque puissante hier. On va maintenant passer à l'actualité action. Donc dans cette partie-là, le but c'est de faire un petit peu du décryptage, de vous parler de certains dossiers entourés, certains dossiers qui viennent de publier, et puis également parfois de vous expliquer pourquoi une société qui publie des résultats supérieurs aux attentes baisse quand même, ou pourquoi une société qui aurait publié des résultats inférieurs aux attentes repart à la hausse. Le but ici c'est de faire de l'éducatif. Donc j'ai sélectionné 4 actions, Worldline, Claranova, Société Générale et Visiomed. Worldline,
prépare depuis plusieurs mois le rachat d'Ingenico. La société détient plus de 93% du capital et des droits de vote d'Ingenico à l'issue de la réouverture de son offre publique amicale, OPA. Excusez-moi. Les conditions permettant de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les actions Ingenico sont satisfaites et donc ces dernières seront apportées au prix de 123,10 € par action. Et par ailleurs, Ingenico, la société, a demandé l'arrêt de cotation de son action. Société Générale annonce plusieurs projets d'ajustement d'organisation qui contribueraient à l'amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa rentabilité structurelle, tout en respectant les plus hauts standards en matière de risque et de conformité. Dit autrement, la Banque française supprime 640 postes supplémentaires afin de réduire ses coûts et d'améliorer la rentabilité de ses activités. Clara Nova a réalisé un chiffre d'affaires de 90 millions en hausse de 29% au premier trimestre de l'exercice 2020-2021, marquant un nouveau trimestre de forte croissance dans un contexte économique et sanitaire toujours complexe. Bravo à eux. Néanmoins, comme je l'écris, cela semble ne pas suffire. Alors pourquoi est-ce que je dis cela ? Eh bien c'est parce que cette société publie des résultats en très forte croissance depuis plus de 2 ans. Mais étant donné que sa valorisation en 2017-2018 a totalement évolué et que l'action avait fait x10, eh bien depuis, malheureusement, malgré des publications de très bons chiffres et d'une forte croissance, eh bien l'action n'arrive pas à reprendre une pente haussière de moyen long terme. Peut-être que cela viendra. Mais ça, c'était pour vous expliquer qu'une société, même si elle publie des résultats avec une forte croissance, ne va pas forcément voir le cours de son action exploser à la hausse. Et puis dernier titre, Visiomed. Visiomed, ça fait partie des petites actions françaises, biotech, spéculatives. C'est une medtech même, Visiomed, puisqu'ils sont spécialisés dans la fabrication et la commercialisation de matériels médicaux. Et donc, la société a publié il y a quelques séances une information de modification de la composition du conseil d'administration. Dit autrement, M. Yves Désiron et M. Frédéric Paul démissionnent de leur mandat d'administrateur. Visiomed s'était récemment envolé suite à un accord de distribution de tests Covid-19, mais les opérateurs ont rapidement vendu la nouvelle et avec la sortie de ces administrateurs, eh bien, l'action est retournée sur ses plus bas des derniers mois. C'est le genre de petit titre très spéculatif qu'il convient peut-être d'éviter. On va maintenant passer aux actualités économiques. Alors, actualité économique, macroéconomique, parfois un petit peu politique. Ici, c'est rare, mais on a très peu de statistiques publiées ces dernières séances qui impactent les marchés. Vous l'aurez compris, les marchés étaient plutôt focalisés sur les élections, sur le Covid, que sur les chiffres macroéconomiques. En termes de catalyseurs, on a donc eu l'élection américaine la semaine dernière. Les résultats de l'élection américaine sont très clairs. Joe Biden est élu 46e président des États-Unis avec plus de 75 millions de suffrages exprimés. Donald Trump n'a toujours pas l'intention de reconnaître sa défaite et son porte-parole a fait savoir que des meetings allaient être organisés pour contester l'élection. C'est une affaire à suivre, bien évidemment. En termes de statistiques, hier, nous avons eu la publication du Sentix Investor Confidence. C'est un indice de confiance et de santé économique européen. Le Sentix est calculé à partir de sondages réalisés auprès d'analystes et d'investisseurs européens. Cet indice est ressorti à moins 10 points, alors que le consensus attendait une baisse à moins 15 points. C'est la 4e fois d'affilée qu'il ressort supérieur aux attentes ces derniers mois. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chiffre ? Eh bien, pour vous montrer tout simplement que nous, opérateurs particuliers, beaucoup de gens sont assez négatifs parce qu'il y a un confinement partiel, parce qu'il y a des entreprises qui font faillite, parce qu'on rentre dans l'hiver et que le moral n'est pas forcément là. Néanmoins, on voit que quand on regarde ce qui se passe au niveau des personnes sondées auprès d'analystes et d'investisseurs, eh bien le moral n'est pas très bon, mais il n'est pas si mauvais que cela. Et puis sur la partie de droite, ici, vous voyez les statistiques à venir. Donc c'est une semaine plutôt calme en prévision en termes de statistiques économiques. Aux USA, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi à 14h30, les stocks de pétrole à 17h
et les chiffres d'inflation donc à la production vendredi à 14h30. En Angleterre, on aura le PIB du troisième trimestre qui est attendu en hausse de 15,6% jeudi à 8h du matin. Enfin, on notera des banques holiday, des jours fériés en France, au Canada et aux USA, mercredi 11 novembre, demain. Et les volumes pourraient donc être un petit peu inférieurs à la normale. On va maintenant passer au top flop. Le top flop, c'est une sélection de graphiques portant sur la macroéconomie, sur les chiffres du chômage aux États-Unis, sur l'implication des banques centrales sur les marchés financiers. Le but, c'est de traiter avec vous les sujets qui sont justement traités par les médias actuellement, qui attirent l'attention des investisseurs, des fonds d'investissement et des faiseurs de marché, et de vous décrypter ces chiffres. Par exemple, de vous expliquer pourquoi parfois un chiffre du chômage aux États-Unis va sortir mauvais mais ne va pas faire baisser les marchés. Pourquoi parfois, malgré des résultats d'entreprise en nette baisse sur un trimestre, les marchés ne veulent pas baisser. Parce que parfois les anticipations étaient très faibles. Et donc le but, c'est de vous donner des clés de lecture ici pour parfois aller un petit peu plus loin dans la lecture d'une statistique. Je vous donne un exemple. On dit parfois sur les marchés que bad news is good news, c'est-à-dire que, prenons un chiffre, le chiffre du chômage aux États-Unis, les NFP, publiés tous les premiers vendredis du mois. Il est déjà arrivé par le passé que le chiffre sorte très mauvais, inférieur aux attentes, mais que les marchés montent quand même. Et mon but, c'est de vous expliquer que derrière ce chiffre, il y a un mécanisme. Plus les chiffres sont mauvais, plus la banque centrale est susceptible d'intervenir. Et donc, qui dit parfois mauvais chiffres, dit hausse des marchés. Et donc, pour les débutants, parfois, ce sont des mécanismes de réflexion un petit peu complexes. Et le but de cette partie, le top flop, c'est de vous donner justement des clés de lecture. Donc, à chaque fois, à gauche, vous avez le top. À chaque fois, à droite, vous avez le flop. À gauche, ici, je vous ai mis le graphique de l'élection américaine, de la probabilité, en fait, que le président soit par exemple Joe Biden et que les démocrates gagnent et la présidence et le Sénat. Donc vous pouvez voir sur ce graphique que la probabilité que Joe Biden soit élu était autour de 60% avant l'élection et puis elle est montée très rapidement par la suite grâce au sondage vers les 95%. Par contre, la probabilité que les démocrates gagnent le Sénat reste très faible, selon les chiffres predicttlt.org que a reporté Goldman Sachs. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Eh bien, ça veut dire que ça reste un gouvernement qui... Enfin, potentiellement, on va avoir des forces en présence qui seront divisées entre démocrates et républicains. Si les démocrates avaient gagné et le Sénat et la présidence, eh bien, on redoutait par exemple que l'équipe de Joe Biden mette en place des lois antitrust, des lois de taxation des GAFA. Et c'est pour ça que dans les 2 à 3 semaines qui ont précédé les élections, les GAFA ont été sous pression. Et ce que j'ai essayé d'expliquer notamment sur Twitter à partir de la semaine passée, à partir du mercredi où on avait les premiers résultats des élections, c'est que il y avait de grandes chances que les démocrates ne gagnent pas le Sénat, et donc qu'il n'y ait pas de loi antitrust, et donc c'est ce qui expliquait que les GAFA repartent à la hausse, alors que tout le monde pensait que Joe Biden égale baisse des GAFA. Donc c'est là aussi où j'essaye de vous donner des éléments de compréhension, des clés de lecture, parce que à écouter les médias, Joe Biden allait gagner, les marchés allaient baisser, et les GAFA allaient s'effondrer, et au lieu de ça... on a connu hier un nouveau record historique sur le Nasdaq Composite. Ici à droite, vous avez les chiffres du Covid. Aux États-Unis, le nombre de cas a dépassé les 100 000 personnes par jour. Bien évidemment, vous le savez maintenant, on est tous devenus un petit peu épidémiologistes. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de cas, mais c'est le nombre de personnes en réanimation et le nombre de décès. Ce chiffre aux États-Unis, bien évidemment, monte tout comme en Europe, puisque le nombre de cas quotidiens est quand même assez impressionnant. Néanmoins, comme j'ai essayé de vous l'expliquer au début de cette émission, pour le moment, je dis bien pour le moment, la situation semble sous contrôle.
Et même s'il y a énormément de cas, même s'il y a beaucoup de décès, ce qui est bien évidemment très attristant, eh bien l'économie semble s'en accommoder. Et dans tous les cas, le gouvernement américain est là en soutien et la Banque centrale est également là en soutien. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que certaines personnes regardent ce graphique avec les cas de Covid et disent les cas de Covid explosent, donc la bourse doit baisser. Et mon travail ici est de vous expliquer que justement non. Le nombre de cas de Covid augmente, mais les marchés s'en sont accommodés. Ensuite, ici à gauche, vous avez un graphique entre le PIB américain, ici en vert, et la valorisation du marché boursier total, c'est le Wilshire Total Market aux États-Unis. Et donc vous pouvez voir que l'écart entre le PIB américain et la valorisation du Wilshire Total Market n'a jamais été aussi importante. Donc on a une sorte de désynchronisation entre l'économie réelle et les marchés financiers. Après, n'oublions pas que les marchés financiers sont dans l'anticipation. Les marchés financiers, pour eux, nous sommes déjà au printemps. Nous sommes déjà à la fin du Covid. Et c'est ce qui explique que les marchés restent bien orientés sur leur plus haut historique et plutôt positifs. Des marchés qui anticipent et qui espèrent que le PIB repartira de l'avant et continuera de grimper en 2021 et en 2022. Donc, quand vous voyez ce graphique-là, avec une désynchronisation et un écart puissant entre le PIB et la valorisation des marchés boursiers, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se mettre à l'envers, qu'il faut jouer la baisse des marchés et que les marchés sont trop chers et qu'il ne faut pas y aller. Il faut essayer de comprendre que les marchés sont dans l'anticipation d'une remontée de l'économie et aussi comprendre qu'on peut agir sur ces marchés prudemment, même si on sait que parfois certains secteurs sont surévalués, même si on se dit que certains dossiers sont un petit peu trop chers. Eh bien, tant qu'il y a un mouvement haussier, tant qu'il y a des participants friands d'appétit pour le risque, eh bien ça continuera d'être le cas, et donc on peut continuer d'y participer tout en étant toujours un petit peu prudent. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prudent ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas forcément 100% à l'achat, ça veut dire qu'on garde des liquidités, ça veut dire qu'on essaye d'avoir un portefeuille diversifié, etc., etc. Ici vous avez à droite un graphique de la performance relative des FANG, donc les fameuses GAFA, par rapport au S&P 500. Et hier, on a connu la plus forte, faiblesse relative des actions des GAFA par rapport au S&P 500. On a vu un S&P 500 monter et clôturer en gain de 1%, alors qu'on a un Nasdaq qui a perdu 2%. On n'a jamais eu un écart de force relative aussi puissant, tout simplement parce que une fois que la crise du Covid est passée en mars-avril, on a vu les GAFA littéralement s'envoler, parce que les GAFA ont continué de publier des chiffres stratosphériques. Amazon a profité du Covid, Facebook, Google et autres sociétés technologiques ont continué de publier des chiffres excellents en croissance avec des rentabilités manifestes. Et donc les opérateurs se sont rués sur les actions du Nasdaq qui, le premier, a inscrit des nouveaux records historiques. Et ce qui se passe là, donc depuis hier, c'est que on parle de vaccins contre le Covid, et donc à court terme, les FANG ont perdu leur petit côté défensif par rapport au reste du marché. Et donc les opérateurs, à la recherche du risque, ont délaissé les valeurs GAFA qu'ils avaient en portefeuille et se sont plutôt portés sur toutes les valeurs délaissées. Ça fait un peu penser au mouvement haussier que l'on avait connu sur les valeurs dites value en mai dernier, lorsque le CAC 40 était passé de mémoire de 4500 à 5100 points très rapidement. On avait connu à ce moment-là des forts rebonds sur Airbus, sur Renault, sur Unibail, sur les bancaires. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. Les investisseurs sortent des valeurs de croissance, des valeurs dites growth, et se portent à l'achat sur les valeurs délaissées et nombreuses valeurs dites value. Autre raison de la montée, du soutien de ces marchés financiers, et c'est un graphique qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est une thématique que l'on verra dans pratiquement chacune de ces émissions.
nous connaissons actuellement un soutien historique de la part des banques centrales. Ici, vous avez les sommes injectées, en fait combinées en milliards de dollars par les banques centrales du G7. Vous savez que la Fed est en soutien, que la POBC en Chine est en soutien, que la BCE est en soutien, la BOJ au Japon est en soutien. Toutes les banques centrales ont fait tout feu, tout flamme. Cette année, en fait, on a perdu autour de 10 points de PIB mondial. Ça représente une somme considérable, somme qui a en fait été mise sur la table par les banques centrales. Et c'est ce qui explique que malgré une dégradation économique généralisée, des taux de chômage qui s'envolent et des entreprises, notamment des petites entreprises qui font faillite, eh bien c'est ce qui explique qu'on ait des marchés boursiers justement qui soient aux États-Unis toujours sur leur plus haut historique, parce que quoi qu'il arrive, eh bien les banques centrales sont là et elles déversent des milliers de milliards à une vitesse jamais égalée. C'est d'ailleurs ce qui fait que nous avons ce qu'on appelle une zombification, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'entreprises qui sont cotées en bourse mais ne gagnent absolument pas d'argent. Et d'ailleurs, à droite, pour finir cette partie top flop, je vous ai mis un graphique sur le pourcentage des introductions boursières de sociétés qui ne gagnent pas d'argent, qui ont des earnings négatives. Le pourcentage de sociétés en perte qui s'introduisent en bourse est sur ses plus hauts des 10 dernières années. Et donc vous voyez, on avait atteint ça en 99-2000 et on atteint également ce chiffre-là depuis 2-3 ans parce que, comme vous le savez très certainement, depuis 2013, on a eu l'introduction des plans de quantitative easing. On a commencé aux États-Unis et puis ensuite en Europe, au Japon, etc. Et donc, parce qu'on a un soutien considérable des banques centrales, eh bien, on a de plus en plus de sociétés qui sont cotées en bourse, qui ne gagnent pas d'argent. Je vous donne un exemple. Uber, par exemple, ne gagne pas d'argent et doit dépenser des sommes considérables pour acquérir des clients. Malgré tout, les marchés sont friands de ce genre de société parce que si à un moment donné, cette société devient un leader mondial et se met à gagner de l'argent, eh bien, d'un coup, c'est la réussite assurée. Un autre exemple, c'est Netflix. Tesla. Tesla, pendant des années, a produit des voitures à perte, a perdu de l'argent et a essayé de gagner des parts de marché. Et quand la société est passée avec un résultat net positif, quand elle a commencé à gagner de l'argent, on a vu l'action Tesla s'envoler littéralement et passer de 300 $ à 1500 $. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. J'espère que le rythme était assez rapide, que je vous ai bien expliqué les choses. N'hésitez pas par la suite à me faire des retours pour que l'on puisse améliorer tous ensemble cette émission. Le but, c'est de faire une méthode agile. On part d'une base et puis ensuite on va essayer d'améliorer les choses tous ensemble. On va donc passer dans une seconde partie d'émission à l'analyse graphique sur la plateforme ProRealTime. Mais avant toute chose, et pour ceux qui ont l'habitude de mes émissions, nous allons faire une toute petite pause, que je puisse boire un petit peu d'eau, un petit café, avant de passer justement à la deuxième partie. A tout de suite.
Alors, c'est parti pour cette deuxième partie d'émission. On passe maintenant sur les graphiques. Nous allons commencer par un tour d'horizon avec les indices, le forex, les matières premières, les crypto-monnaies avant de passer sur les actions. Concernant les actions, je vous ai préparé des listes. Nous allons parler de grosses actions du CAC 40, Vinci, Total, ADP, Airbus. Ensuite, on parlera de dossiers internationaux, SAP, Pfizer, Adyen, Zoom. Puis je vous parlerai de valeurs trend following. Le trend following, c'est des valeurs qui sont dans des tendances fortes. On parlera également des valeurs Covid et on parlera de certains dossiers qui opèrent des rattrapages, comme par exemple CGG qui gagne 13% ce jour ou Mercialis qui gagne 10% ce jour. Des valeurs moyennes qui sont un petit peu plus rapides que les grosses valeurs du CAC et qui peuvent permettre de mettre à profit le rattrapage en cours sur les marchés. Même si, je me dois de vous le dire, on fait cette émission là mardi matin. Hier, on a déjà eu une très forte hausse sur les valeurs du CAC. Aujourd'hui, également sur certains dossiers comme Unibail qui gagne 29%, Renault 7%, BNP 6%, Safran 5%. Donc attention à ne pas courir après le papier, c'est-à-dire rentrer à n'importe quel prix dans l'espoir de participer à la hausse en cours. Il ne faudrait pas se faire piéger. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que, comme vous pouvez le voir sur le graphique ici, le CAC 40 a réalisé une belle vague haussière. Il vient de passer de 4500 à 5400 points. Il vient de gagner 900 points en ligne droite. Donc c'est un superbe rallye auquel nous venons d'assister récemment. Est-ce qu'on va réussir à aller plus haut? Est-ce qu'on va continuer de tendre vers les 5600, 5800 d'ici la fin de l'année? Il est extrêmement difficile de faire des prévisions pour la suite. Le but des indices, le but de l'analyse des indices, en fait, c'est de caractériser l'environnement. C'est pas de faire du trading intraday sur les indices, sachant que c'est une discipline sur laquelle 90% des particuliers perdent de l'argent. Le but, c'est de caractériser le marché. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que tant qu'on est au-dessus des 5200 points, grosse barrière qui correspond au plus haut de ces derniers mois que nous venons de passer, on peut dire qu'on est dans un sentiment de marché positif et qu'on va donc pouvoir faire ce que l'on appelle du stock picking et essayer d'aller trouver des opportunités sur le marché action. Si le CAC 40 repassait sous les 5200 points dans les jours à venir, par exemple parce que les recherches de Pfizer tomberaient à l'eau, là, par contre, il faudrait de nouveau redevenir très prudent, dubitatif et être un petit peu allégé sur le marché action. Donc voilà, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que le CAC 40 au mois de mai avait fait un retour en force. On avait eu des fortes spéculations sur les valeurs value. On a également le même mouvement qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez voir qu'en reportant exactement la hauteur du mouvement que l'on avait connu au mois de mai et en la reportant au point bas récent, ça nous donne un objectif haussier théorique autour des 5500-5520 points. Et on peut voir que ça correspond ici à un niveau, à une zone de prix qu'on a travaillé en octobre 2019 et sur laquelle on s'était aussi arrêté en mars 2019. Ça ne veut pas dire qu'on va s'y arrêter, on peut continuer de monter si l'appétit pour le risque perdure, mais opérons par palier, étape par étape. On vient déjà de faire un bon bout de chemin et donc il ne faut pas tomber dans l'euphorie et se dire ça y est, c'est terminé, le Covid, la crise, je dois me mettre 100% à l'achat et me ruer sur le marché action. Je vous invite quand même à rester le plus sélectif possible. On va jeter un coup d'œil aussi sur les indices américains. Donc vous voyez, ça c'est le Dow Jones. Donc le Dow Jones qui s'était mis en stabilisation horizontale pendant 2 mois avant les élections, qui une fois que les élections passées est reparti à la hausse, et puis avec l'annonce hier de ce vaccin contre le Covid a inscrit un nouveau record historique avant de retomber sous ses anciens plus hauts historiques précédents. Le Dow Jones est attendu en hausse ce jour. Néanmoins, ce n'est pas une situation qui est très facile puisqu'on a un gap sous nos pieds et on est sous le seuil des 30 000 points, seuil psychologique d'importance.
Donc se dire que les 30 000 points vont sauter et qu'on peut se placer à l'achat maintenant pour jouer une nouvelle jambe haussière alors même qu'on a un gros gap sous les pieds et qu'on vient de gagner 4000 points en l'espace de 8 jours, m'apparaît un petit peu cavalier. Voilà, donc on va rester prudent sur ces marchés. Et puis on peut regarder aussi le Nasdaq, donc le Nasdaq Composite, qui a testé ses plus hauts historiques hier, qui a inscrit un nouveau record historique en début de séance, mais qui a des gaps sous les pieds et qui est moins recherché, puisque comme je vous l'expliquais, les opérateurs sont passés des valeurs technologiques aux valeurs dites value. Donc peut-être que l'on va connaître une consolidation, une latéralisation du Nasdaq, alors que les autres indices seront un peu plus recherchés. On peut regarder ce qu'il se passe sur l'or. Donc l'or est dans un courant haussier de long terme, de moyen terme. À court terme, c'est un petit peu plus flou. Sur l'or, j'aime bien considérer l'importance de la moyenne mobile à 200 périodes. La moyenne mobile à 200 périodes, c'est une moyenne mobile de long terme qui est très regardée par les investisseurs. Elle est actuellement à 1790 $ et elle est ascendante. Donc je ne pense pas qu'il y ait grand chose à dire et à faire sur l'or. L'or garde une pente haussière de moyen long terme, mais à court terme, eh bien, il a pris une claque. Est-ce qu'on va si on tient cette zone des 1850-55, eh bien on pourrait latéraliser. Si on passe dessous, on pourrait connaître peut-être une baisse en direction des 1800 $ et de la moyenne mobile à 200 périodes. Ce qui compte pour ceux qui sont à l'achat et haussiers sur l'or à moyen terme, c'est qu'on reste au-dessus de cette dernière. Concernant le pétrole répond à l'appétit pour le risque et depuis 8 jours, on a un appétit pour le risque qui est de retour. Même si le Covid impacte la croissance mondiale, n'oubliez pas qu'en Chine, on est reparti comme en 40. En Chine, la croissance est forte. On attend cette année un chiffre positif pour la croissance chinoise et on attend, selon les estimations des grandes banques américaines, 6 à 8% de croissance de l'économie chinoise en 2021. Donc on a une économie chinoise qui s'est fortement reprise et qui est toujours très dynamique, une économie américaine qui tient et c'est pas le ralentissement de l'économie européenne qui va empêcher le pétrole d'être soutenu. Il n'est pas fortement haussier, vous voyez bien qu'il est dans une période de latéralisation, et comme on peut le constater, la zone des 35 $ a été très défendue, et on pourrait retourner, pourquoi pas, autour des 42, 43, voire les plus hauts ici à 44 $, si l'appétit pour le risque venait à continuer. On a vu les indices, on a vu les matières premières, on peut jeter un œil sur les monnaies. Sur les monnaies, vous voyez ici l'euro-dollar qui était dans un range précédemment entre 1,17 et 1,19. Si on reporte ce range, même s'il n'a pas été très proprement travaillé, on va prendre quand même ce range dans sa totalité. Vous voyez que voilà, on fait du ping-pong entre des seuils techniques clés. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une tendance forte sur l'euro-dollar. Il est plutôt dans une période très neutre. Ensuite, on passe sur le Bitcoin. Et comme je vous le disais, le Bitcoin est très fortement haussier. Voici un graphique en données mensuelles du Bitcoin sur les dernières années. Donc on voit bien une dynamique haussière de long terme. En données hebdomadaires, on voit bien une dynamique haussière de moyen terme. On a cassé récemment une zone de prix très importante qui correspondait au plus haut ici de 2019 autour des 12 000 $. On a violemment cassé cette zone et donc les acheteurs ont repris la main. Vous voyez les flèches ici sur mon graphique. Alors ce sont des flèches théoriques. En fait, la façon dont je devrais positionner les flèches est peut-être la suivante. Ce sont des pivots en fait. C'est-à-dire que pour le moment, la dynamique est haussière, nous venons de casser une zone de résistance, donc en théorie, on peut aller chercher la zone de résistance suivante. Si on repasse sous les 12 000 $, on annihile la tendance haussière dynamique démarrée ces dernières semaines. Mais tant qu'on est au-dessus des 12-13 000 $, c'est fortement haussier avec les plus hauts historiques à 20 000 $ en visée. Et si les 20 000 $ sautent à leur tour, on pourrait de nouveau connaître une aspiration haussière, un décalage puissant sur les crypto-monnaies.
Les crypto-monnaies, c'est un sujet un peu particulier, on en reparlera tous ensemble plus tard, mais en gros, en 2017, quand on a eu la bulle sur le Bitcoin, eh bien, comme de très nombreux analystes, j'ai parlé de bulle et de risque de chute du Bitcoin parce qu'on avait une surmédiatisation du Bitcoin, une entrée massive des particuliers, un soutien des médias. C'était très spécial et donc il y avait un risque de rechute des cours et c'est ce qui s'est passé. Mais néanmoins, quand j'ai constaté en 2019 que le Bitcoin était de nouveau très recherché, que le nombre de projets sur la blockchain, sur les cryptos, sur les volumes échangés, le nombre de comptes ouverts à travers le monde pour détenir des cryptos ne faisait qu'augmenter, eh bien j'ai essayé de réviser mon avis sur les cryptos. D'ailleurs, je pense que cette expression réviser mon avis, vous allez l'entendre souvent parce que un trader, un investisseur, un analyste doit justement se remettre en question en permanence et les éléments que lui donne le marché au fur et à mesure viennent abreuver ou contrecarrer son scénario. Il se doit donc de se remettre en question en permanence. Et donc pour ma part, eh bien quand j'ai vu que en mars le Bitcoin était revenu à 5000 $, qu'il avait tenu, qu'il était au-dessus de sa moyenne mobile à 200 mois, qu'il était fortement haussier, qu'il était en train de repartir, je me suis dit, il y a un changement d'état d'esprit sur les cryptos, c'est une nouvelle classe d'actifs, et il est donc légitime, selon moi, désormais, pour un investisseur de moyen terme, qui aurait peut-être un petit peu d'or et d'argent dans son portefeuille, et bien d'avoir, pourquoi pas, dans une optique de diversification, également des crypto-monnaies. On en parlera plus tard. Donc voilà, on a parlé des indices, du Forex, des matières premières, on a parlé des indices, du CAC 40, des indices américains, du fait qu'on avait déjà fait quand même un bon bout de chemin haussier, qu'on était certes dans un environnement positif, mais qu'il ne fallait pas non plus courir après le papier. Maintenant, je vais vous montrer une sélection d'actions du CAC 40 international, trend following, etc. Je vous montre mon petit fichier Excel. Comme ça, si vous voulez naviguer dans la vidéo pour aller plus loin vers les actions que vous voulez, voici l'ordre que je vais utiliser. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire, est-ce qu'à chaque émission je vais utiliser une catégorisation ou est-ce que je vais toutes les mettre en ordre alphabétique que vous puissiez mieux naviguer sur la vidéo. On en discutera tous ensemble et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but c'est de faire évoluer cette vidéo avec vous. Alors, on va commencer avec les grosses du CAC. Et ce que je voulais vous montrer, eh bien, c'est que sur certaines grosses valeurs du CAC 40, eh bien, on avait atteint à court terme, ou presque, des objectifs majeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire atteindre un objectif majeur pour quelqu'un qui est à l'achat? Eh bien, ça veut dire que pour les court-termistes, c'est des points de prise de bénéfice. Pour ceux qui sont à moyen ou à long terme, eh bien c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils sont en gain, ça veut dire qu'ils ont des gains latents assez importants sur leur position et ça veut dire qu'ils peuvent laisser courir leur position ou bien souhaiter de prendre quelques bénéfices par principe étant donné la vague haussière historique que nous venons de connaître. Je vous donne un exemple tout bête, mais Vinci vient quand même de passer en quelques jours de 65 à 92 € le plus haut hier. Elle a donc gagné 42%. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est de gagner 40% sur une valeur comme Vinci. Et j'attire votre attention sur le fait qu'en mai, on avait eu la même chose, une vague haussière très puissante et rapide, et puis par la suite, on avait quand même consolidé. Alors, ce n'était pas les mêmes dispositions, certes, on était plus sur le début que la fin du Covid. Mais voilà, à court terme, en tous les cas, on approche de zones clés. Et sur ces zones clés-là, vous devez décider de savoir ce que vous faites sur vos positions, les couper, les alléger ou les maintenir. Mais en tous les cas, ayez conscience que sur beaucoup de titres du CAC, on a atteint des gros objectifs à court terme. Je vous montre d'autres titres qui ont exactement la même configuration. Voici ADP, Aéroport de Paris. Donc vous voyez, c'est pas parce que Pfizer parle d'un vaccin en phase 3 que Aéroport de Paris va reprendre une activité très rapidement. Donc à court terme, il est légitime qu'on ait des espoirs, qu'on ait des anticipations de la bourse.
Mais c'est pas demain la veille que Air France va reprendre ses vols et qu'ils seront pleins et que Aéroport de Paris va pouvoir tout réouvrir et de nouveau recouvrer un chiffre d'affaires euh, comme celui d'antan. Donc on est passé de zones de soutien historique à des zones d'objectifs de court et de moyen terme. Donc encore une fois, attention à ne pas tomber dans l'euphorie et à avoir des objectifs parfois démesurés. Si on a un vaccin pour le Covid, c'est pas avant, selon euh, les autorités européennes et américaines qui ont discuté avec Pfizer, avant le premier semestre 2021, avec une distribution effective d'ici la fin du premier semestre 2021, voire pour certains au deuxième semestre 2021. Donc c'est quand même, certes la bourse anticipe, mais là on parle d'anticipation à 6-12 mois. Et il faut prudence garder sur ce sujet. Donc voilà, pour tous ceux qui étaient à l'achat sur ces valeurs dites value dans les zones d'achat historiques, à vous de voir si vous n'allégez pas en partie vos actions sur ces objectifs haussiers théoriques majeurs. Et vous pouvez voir graphiquement que c'est extrêmement propre. Alors, petit détail, là on fait de l'analyse graphique sur action. Et je pense qu'avec les mouvements qui ont eu lieu là, il est extrêmement pertinent de faire de l'analyse technique principalement, puisque l'analyse technique reflète le sentiment des opérateurs, et là on est dans des marchés qui ne sont pas des marchés qui opèrent selon les fondamentaux d'ADP, mais bien selon l'appétit, le sentiment du risque global sur les marchés. C'est pour ça que l'analyse technique est très utile. Vous le verrez au gré de ces émissions, je vais ajouter de plus en plus de fondamentales également dans l'analyse des sociétés. Et bon, pour l'instant, c'est ma première émission, donc il fallait monter à cheval, mais je prendrai la peine de vous montrer de plus en plus les outils Zone Bourse et notamment les fiches valeurs et les outils de screening fondamental sur toutes les fiches valeurs des 95 000 sociétés disponibles sur le site zonebourse.com. Donc voilà, l'objectif théorique, la zone d'objectif théorique sur ADP a été touchée hier. Elle est située entre 115 et 120. On est à 111 actuellement. Donc à vous de voir si on se réapproche, si on va à l'intérieur ou si même on échoue sous cette zone de prix, si vous allez moduler votre exposition. Encore une fois, vous êtes des milliers d'investisseurs potentiellement à écouter cette émission. Il y en a qui font du court terme, il y en a qui font du trading, qui mettent des stops de protection, il y en a qui font du long terme, qui sont là pour toucher des dividendes, qui ne mettent pas de stop et qui tiennent leur position pendant 2 ans. Je parle ici à de très nombreux profils, donc j'essaie de vous donner des clés de lecture, des informations, et à vous ensuite, fonction de votre profil, de votre appétence pour le risque, de votre façon de faire habituellement, de votre psychologie, de votre money management, et bien d'agir en fonction. Airbus, même chose. Donc vous voyez Airbus, vous voyez tous les petits ronds verts que j'avais mis sur les plus bas. Parfois quand même l'analyse graphique est un outil extrêmement utile. On peut voir qu'Airbus a testé 5 fois les 60 € seuil psychologique avant de repartir à la hausse. Elle est dans un canal haussier. Je vais prendre les mèches ici du mois de juin qui correspondent en plus aux mèches hautes ici dans la baisse du mois de mars. Et ça nous donne une zone à surveiller ici vers 95 € qui correspond, on va dire 95-100 € puisque juste au-dessus on a une zone de gap. Donc voilà, si Airbus continue de grimper, si vous en avez acheté ce matin, bravo à vous. Simplement, si on continue de grimper et qu'on va chercher ces objectifs haussiers théoriques, il faudra peut-être se poser des questions. Même chose sur BNP. Donc BNP qui était dans une tendance baissière, qui bloquait sous sa moyenne mobile à 200 séances, moyenne mobile de long terme qui est très importante sur le marché action. On peut voir encore une fois la beauté de l'analyse graphique ici avec cette formation. Hop, hop. Sorte de tasse avec anse inversée, ou sorte de double creux. Ce qui importe qu'on voit une tasse avec anse, une soucoupe, un double creux ou autre, c'est la ligne de coup. Donc cette résistance à 34 € qui a explosé, volé en éclats hier. Et on est de retour donc sur des plus hauts de 6 mois sur le titre BNP. Et on a donc approché un objectif haussier théorique. Si on arrive à passer en force, la prochaine zone de prix se situe autour
des 45 euros. Alors on arrive après la bataille, hein, me direz-vous. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent sur Twitter savent que le 4 novembre dernier, j'ai publié un tweet en expliquant que je vous invitais à préparer une liste au cas où le mot vaccin sortait dans les médias. Donc j'avais bien senti que le 440 pouvait se retourner, pouvait casser des résistances, que la seule solution pour qu'on remonte en fin d'année fortement, c'était de nouvelles rumeurs sur un éventuel vaccin. J'avoue que j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Donc pour tous ceux qui en ont profité, qui sont dedans, voici les niveaux. Pour ceux qui n'en ont pas, acheter BNP maintenant à 42 euros sur cette zone de résistance m'apparaît relativement complexe. Je vous ai parlé aussi d'Alstom récemment. Alstom, parfois il faut prendre du recul sur les graphiques. Donc vous voyez, Alstom, j'avais pris un graphique de moyen terme. Je m'étais rendu compte à quel point en 2018, en 2019, et on était revenu sur cette zone de prix des 37 euros. Et donc la semaine dernière, quand Alstom a testé les 37 euros et qu'elle a fait ce chandelier d'indécision avec volume ici, eh bien, je vous ai alerté. Et depuis, donc c'est un beau rallye haussier qu'a fait Alstom. Alstom qui a atteint très rapidement les 50% de retracement de toute la baisse récente. Et elle se stabilise dessous. Et si on veut aller chercher la résistance suivante, eh bien c'est les 61,8% de retracement à 45 euros. Ce que j'essaye de vous montrer en fait sur tous les titres depuis tout à l'heure, Vinci, ADP, Airbus, BNP, c'est que 1, on vient d'atteindre des zones clés, donc ça se trouve on est déjà sur les objectifs, et de 2, si ça pousse un petit peu plus haut, j'essaye de vous montrer justement où sont ces fameux objectifs un cran plus haut sans être particulièrement convaincu qu'on va réussir à les atteindre sur ces dossiers. Un de mes dossiers préférés, c'est Total. Alors il ne faut pas tomber amoureux d'une action, mais Total, j'en ai vraiment fait le tour ces derniers mois. Beaucoup de gens disent Total, c'est le pétrole c'est pas l'avenir, c'est pas très écologie friendly, c'est pas ESG, les fonds n'en veulent pas, etc. Alors il faut vous renseigner sur Total, hein. Total aujourd'hui vend plus de gaz que de pétrole. Total aujourd'hui c'est aussi des énergies renouvelables. Total c'est un mastodonte, c'est une des sociétés les plus solides du CAC 40. C'est à long terme une société qui évolue dans un grand range depuis 25 ans. Quand Total est autour des 20-25 euros, c'est les soldes. Quand elle est à 55-60, c'est très cher. Raison pour laquelle quand elle atteint 25 euros il y a 2 semaines, je disais que c'était Noël avant l'heure. Pourquoi Total plus qu'une autre ? Parce que je trouve qu'il était intéressant de jouer l'avocat du diable. Tout le monde disait que Total, il en fallait plus en portefeuille, qu'elle n'était pas ESG, que c'était normal qu'elle baisse. Et oui, c'est vrai. C'était normal pour toutes ces raisons que Total passe de 50 à 25. Par contre, ne pas s'intéresser à Total à 25, bon, après chacun ses préférences, mais voilà, pour moi, 25 euros, c'était vraiment une opportunité majeure. Je voyais mal Total retourner à 21-22 euros parce que ça correspondait au plus bas du Covid. Et les plus bas du Covid ont été atteints lors d'un krach boursier. Or, récemment, on était dans une baisse, mais pas dans un krach boursier. C'est pour ça que j'anticipais qu'on s'arrête avant les plus bas récents et que je vous parlais des 25 euros à très nombreuses reprises. Total à 25 euros, c'était aussi le bas d'un canal baissier que vous voyez ici sur mon graphique. Total à 25 euros, c'était aussi une valeur qui donne 11% de dividendes. Et un dividende en plus pratiquement garanti. Pourquoi est-ce que je vous dis garanti ? Parce que la politique de Total, c'est de verser du dividende quoi qu'il arrive. Et même si les prix du pétrole sont bas, alors il faut savoir que même à 40 $, même à 35 $, Total gagne de l'argent, contrairement à énormément de ses concurrents. Donc ça veut dire que quand on a un pétrole à 35 $, certains disent Total gagne pas d'argent, donc elle est en difficulté. Moi je vois l'inverse. Je vois une société qui gagne des parts de marché, qui continue de gagner de l'argent alors que ses concurrents, eux, n'en gagnent plus. Total, c'est aussi un PDG visionnaire qui a expliqué que le dividende ne serait pas abaissé. Il y a 6 mois, quand on avait la crise du Covid, Shell, par exemple, a abaissé son dividende, ce qui a fait que son titre est fortement retombé. Et vous voyez, Shell est retourné pratiquement sur ses plus bas du Covid. Là où Total ne pouvait potentiellement pas, parce que Total était plus solide, parce que déjà dossier plus rentable, mais également parce que politique de dividende maintenue.
Et donc, j'ai fait un sondage l'autre jour sur Twitter. Je vous ai demandé si vous déteniez du Total à court ou à long terme. 4500 personnes ont voté, vous étiez 70% à en détenir. La plupart des gens qui m'ont répondu en ont acheté entre 25 et 28 euros. Ça veut dire pour ceux qui ont acheté au plus bas à 25 euros qu'aujourd'hui vous gagnez 30% sur Total en l'espace de 2 semaines et que vous allez toucher un dividende dans l'année de 10%. Donc pour ma part, je vais m'arrêter là dans le suivi de ce dossier à court terme. C'était un petit peu épuisant de répondre à 450 questions sur Total et de justifier à maintes reprises ce que j'avais répété 50 fois. Total, comme les autres valeurs du CAC dont je viens de vous parler, est en train d'atteindre des zones clés. Elle est en train d'approcher les 33 euros et sa moyenne mobile à 200 séances. Si on fait du moyen et du long terme sur Total, on ne touche pas, il n'y a pas de risque de forte chute, il y a un risque de consolidation, on continue de toucher le dividende, vous avez des points d'entrée parfaits ici qui, sauf rechute très puissante des marchés, ne devraient pas être revus. Ce ne sont que les court-termistes qui peuvent prendre des bénéfices et encaisser un bout pour se faire du bien au cerveau. Encaisser un peu de gain fait toujours du bien à l'esprit. Hier matin, avant l'annonce de Pfizer, je disais surveillez Total. Si vous n'en avez pas acheté, regardez si on casse violemment les 28 euros. Les 28 euros ont cassé. Ensuite, je vous ai publié un autre message dans l'après-midi à 29,60 € pour vous dire que si les 30 euros cassaient, ce serait encore un signal et encore un moyen pour les investisseurs de se placer à l'achat sur ce dossier. Que vous ayez acheté à 25, à 28 ou à 30, vous êtes maintenant tous en gain. Et je vous laisse gérer votre position comme des grands fonctions de votre profil boursier. Et je finirai dans les grosses valeurs par Unibail. Parce que ce matin, le conseil d'administration d'Unibail a rejeté le projet d'augmentation de capital. Or, lorsqu'Unibail a atteint ses plus bas à 30 euros, qu'elle a commencé à repartir et qu'il y a eu les spéculations sur ce possible rejet d'augmentation de capital, je me suis un petit peu mouillé en vous expliquant que, selon moi, ce projet d'augmentation de capital allait être rejeté par les actionnaires, qu'il n'y aurait pas de dilution. Et Unibail était parmi mes valeurs préférées pour jouer un rebond technique majeur des indices en cas de vaccin. Elle est passée de 35 à près de 60 euros en l'espace de 48 heures. 69% de hausse, donc bravo à tous ceux qui en profitent. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de prendre un petit peu de bénéfices et de sourire. Sourire, c'est très important, hein, se faire du bien au cerveau, prendre des gains réguliers en bourse, sécuriser ses positions, ce sont des expressions que je reprendrai souvent. On va maintenant passer aux actions internationales. On va parler notamment d'une action allemande, SAP qui récemment a décroché très fortement de plus de 20% en séance dans mes souvenirs. Oui, c'est ça, 20-22%. Donc SAP, c'est le leader mondial des progiciels intégrés, donc des ventes de progiciels, des logiciels de gestion financière, gestion de ressources humaines, relations clients. Et ça a jeté un froid sur le secteur parce que c'est vraiment le leader mondial. Donc on va regarder un graphique mensuel de SAP sur les 20 dernières années. SAP est un superbe dossier très long terme. Simplement, vous pouvez voir que ces résultats, cette publication, ont vraiment mis un coup d'arrêt à la hausse. Et quand on regarde à moyen long terme, une zone de prix apparaît comme clé, c'est la zone des 82-84 euros. Donc pour l'instant, il m'apparaît un peu tôt pour s'intéresser à ce dossier. La configuration actuelle n'est pas particulièrement lisible. Simplement, si SAP venait à rejoindre sa zone de soutien, eh bien on verrait à ce moment-là si réaction il y a. Et peut-être qu'à ce moment-là, on s'intéresserait à ce dossier qui serait alors passé de 140 à 82 euros et qui aurait donc perdu 40% par rapport à ses plus hauts. Je vous montre d'ailleurs une fiche valeur sur le site Zone Bourse. On peut voir que même si les résultats étaient inférieurs aux attentes, SAP c'est une boîte à cash avec une anticipation des
du consensus d'une hausse progressive du chiffre d'affaires en 2021 et 2022 et une rentabilité quand même assez importante, une marge nette de 16%. Donc si ce dossier perd 40%, revient sur ses plus bas des dernières années, il sera possiblement très intéressant à suivre. Je n'ai pas envie de faire une émission de 2 heures, donc je vais essayer de continuer d'avancer le plus rapidement possible. Contrairement à d'autres émissions que j'ai fait préalablement avant de rejoindre l'équipe Zone Bourse qui pouvait durer 2 heures, 2 heures et demie, j'essaie ici de faire une liste un petit peu plus courte et j'essaierai également par la suite, comme je vous l'ai expliqué, peut-être de faire et de l'analyse technique, mais également bien plus d'analyse fondamentale. Excusez-moi. Pfizer donc, a annoncé hier travailler sur une phase 3 pour sortir un vaccin anti-Covid. Certains étaient un petit peu surpris que l'action ne gagne que 7% en clôture, qu'elle gagne 15% à l'ouverture. Simplement, il faut se rendre compte que Pfizer, c'est un des plus grands laboratoires au monde, que c'est une action qui pèse extrêmement lourd et que déjà en ayant pris 7%, elle a gagné un paquet de milliards en capitalisation. D'autre part, vous pouvez vous rendre compte que le titre n'a pas ouvert n'importe où hier, il a ouvert juste au-dessus d'une énorme zone de résistance qui correspond à un gap ouvert ici en 2019, au plus haut ici de janvier 2020. Donc il est légitime qu'on ait échoué sous cette zone parce qu'encore une fois, il s'agit d'une phase 3. Il faudra valider la recherche sur ce vaccin, ce n'est pas encore fait, et si et seulement si ce vaccin a été validé et distribué par Pfizer, alors peut-être que le titre continuerait de monter, mais n'oubliez pas que Pfizer a déjà signé des contrats de distribution potentiels avec l'Europe, notamment à partir de septembre. Donc la news selon laquelle Pfizer va potentiellement distribuer le vaccin, elle est déjà connue des opérateurs et elle est déjà peut-être comprise dans sa capitalisation boursière. En septembre dernier, l'Europe a signé un contrat de distribution, d'achat de 200 millions de doses de vaccins à Pfizer, avec une option de 100 millions de doses supplémentaires. C'est justement en train de se valider, mais maintenant il faut attendre la validation du vaccin et des autorités européennes. Chaque chose en son temps. Ensuite, on regarde un titre allemand, Delivery Hero. C'est une action qui s'est fortement appréciée cette année, qui était déjà dans une tendance haussière certes en 2019, mais qui a explosé en 2020. La raison en est simple, c'est de la livraison de nourriture à domicile. Et qui dit Covid, dit confinement, dit livraison de nourriture à domicile. Mais qui dit vaccin contre le Covid, dit moins de livraison à domicile. Ça veut juste dire que l'intérêt spéculatif Covid sur cette valeur à court terme s'estompe. Et tant qu'il n'y a pas de reconfinement, tant qu'il n'y a pas de crainte nouvelle sur l'épidémie de Covid, eh bien ce genre de titre pourrait être un petit peu délaissé et revenir sur des zones de soutien. Peut-être ici vers les 85 €, 86 € et sa moyenne mobile à 200 périodes. Tout simplement parce que les opérateurs switch, ils sortent des valeurs dites Covid ou Covid friendly. Ok, Delivery Hero ne vend pas des masques ou des tests diagnostiques Covid, mais il y avait un bonus Covid compris dans cette action parce que justement ils font de la livraison à domicile et ce bonus est en train de s'estomper à court terme. Ensuite, on peut regarder ASML. Et puis STM, on va regarder STM, donc c'est les semi-conducteurs. Donc les semi-conducteurs, qu'il y ait crise ou pas crise, les GAFA tournent, de toute façon, eux, le business tourne à plein régime. Je crois que c'est un des rares pans des actions qui en fait a réussi à monter ces derniers mois et qui est monté hier malgré ce vaccin trouvé. En fait, quand tout va pas très bien, ça monte quand même, et quand tout va très bien, ça monte aussi quand même. Simplement, pourquoi est-ce que STM est monté fortement hier et retombe ce jour ? Tout simplement parce que le potentiel haussier sur STM est bien moindre que sur des actions qui opèrent des rattrapages. À court terme, en fait, certains opérateurs sortent de STM et prennent des bénéfices pour aller sur des valeurs délaissées, parfois des valeurs moins bonnes.
Mais je vous donne un exemple avec Mercialis, qui est dans l'immobilier, ou je vous donne un exemple aussi tout bête avec CGG Veritas, qui est dans les parapétrolières. Les investisseurs se disent qu'ils ont plus à gagner à court terme à jouer un rattrapage sur ce type de dossier moyen que en continuant d'acheter du STM qui est déjà sur ses plus hauts annuels. Et donc c'est ce qui explique ce retrait. Adyen, même chose, valeur extrêmement haussière, superbe dossier, fondamentalement et techniquement. Simplement, voilà, à court terme, parce que ce dossier est déjà bien valorisé, relativement haut, et bien les opérateurs opèrent ce qu'on appelle une rotation sectorielle, et donc ils prennent des bénéfices, ou ils sont en tous les cas moins friands sur ce genre de beaux dossiers haussiers qualitatifs de moyen long terme, et se portent à l'achat sur d'autres secteurs et des dossiers un peu délaissés. Même chose pour Prosus. Prosus qui a fait une très belle vague haussière de 80 à 100, qui a gagné 25% en l'espace de 2 semaines et qui est délaissé à court terme pour revenir vers des supports. Ce sont des valeurs qui nous intéresseront une fois qu'elles seront revenues sur des beaux supports, parce que ce sont des dossiers extrêmement qualitatifs fondamentalement parlant. Donc une fois que les prises de bénéfices, que la poussière sera retombée, eh bien, c'est sur ce type de dossier haussier qualitatif de long terme qu'on portera notre attention. Autre dossier qui, à court terme, pâtit bien évidemment de cette news, c'est Zoom. Zoom, c'est les spécialistes des réunions, des meetings à distance par Internet, et qui dit un espoir de vaccin, dit un espoir de déconfinement, et dit moins de Zoom à moyen long terme. Donc malgré tout, Zoom est un dossier très intéressant et très qualitatif, avec une explosion littéralement de son chiffre d'affaires ces derniers trimestres. Mais vous voyez, sur ce genre de dossier, on a un gap ici qui a été laissé ouvert lors d'une publication. On a un gap entre 300 et 350. Ce gap correspond en plus à une oblique de soutien qui passe par les plus bas des derniers mois. Donc si et seulement si ce dossier revenait vers cette zone de prix et y réagissait favorablement, alors peut-être que nous pourrions nous y intéresser de nouveau. Autre dossier qui a été pas très fortement délaissé, mais très fortement recherché, c'est Tilray. Tilray, c'est une des valeurs cannabis cotées en bourse. En effet, les démocrates, les équipes de Joe Biden sont plutôt favorables à une légalisation du cannabis dans des États. Il y a une semaine, 5 États aux États-Unis ont légalisé. Donc on a un courant positif pour les valeurs cannabis qui se sont fortement appréciées ces derniers jours, mais néanmoins attention à la gourmandise. Tilray vient de passer de 5 à 12. Hier elle a ouvert pile poil sous résistance qui correspond à ses plus hauts de mai dernier, résistance qui, si elle cède, ouvrirait un nouveau potentiel, mais à court terme on pourrait peut-être connaître une latéralisation tout simplement après cette vague spéculative majeure. Ensuite, on passe aux valeurs en trend following. Alors, qu'est-ce que le trend following? C'est le suivi de tendance. Si vous voulez un mode d'emploi sur le trend following, le concept du suivi de tendance et des stops de protection, vous pouvez taper dans Google trend following et stop de protection. C'est une vidéo de 2 heures que j'ai fait et qui est disponible sur YouTube. Et en fait, certains investisseurs n'aiment pas forcément trader les grosses valeurs du CAC, même si elles ont des dividendes, parce que certaines ne sont pas haussières, certaines sont neutres à long terme, sont molles, sont parfois lentes. Et donc ce qu'on essaye de chercher parfois, ce sont des entreprises où le cours de l'action a été baissé pendant des mois, et où à un moment donné un changement d'état d'esprit s'opère, avec des bonnes publications de résultats, avec des volumes, avec des plus bas de plus en plus haut, et donc un courant acheteur, soutenu encore une fois par des volumes, qui permet de se laisser porter le plus longtemps possible et qui permet parfois des belles performances, puisque vous voyez ici que Whitby par exemple est passé de 2 à 9 euros en l'espace de 4 mois. On parle donc d'une hausse ici de 308%. Je pense qu'il est un peu tôt pour revenir sur les valeurs trend following, puisque de principe ce sont des valeurs qui sont fortement haussières, donc relativement hautes. C'est un peu comme STM dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas forcément recherchée parce qu'elle est déjà haute, mais simplement c'est ce genre de valeurs haussières qualitatives sur lesquelles peut-être il faudra retourner une fois que la poussière sera retombée. Je vous en montre quelques-unes.
Verimatrix, qui est également dans une belle dynamique haussière, qui est stable dans un range, mais qui, si elle sortait de ce range, pourrait nous intéresser de nouveau. Je vous montre également Artefact dans le même style. Donc vous voyez, tendance baissière, stabilisation à plat, bonne publication, retour des volumes, naissance d'une tendance haussière, des volumes et de la hausse. Récemment, pourquoi est-ce que Artefact a réagi aussi fortement? Parce que d'une part, elle a signé un contrat, je ne me rappelle plus de la société, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je vais regarder ça tout de suite. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé? On a appris que les dirigeants s'étaient renforcés. Les résultats du troisième trimestre, du premier semestre sont sortis récemment. Et quelle est la news que je cherchais? Je ne vais pas la retrouver, je vous dirai ça plus tard. On va dire que j'ai mal préparé mon émission. Donc ici aussi, valeur haussière, valeur soutenue, des plus bas de plus en plus haut, des volumes, et on surveillera donc une éventuelle cassure des plus hauts annuels qui ouvrirait potentiellement la voie à un nouveau potentiel haussier. Autre valeur intéressante qui est plutôt corrélée Bitcoin et activité dans les crypto-monnaies, c'est The Blockchain GP, The Blockchain Group. Alors attention, ils ne détiennent pas des bitcoins, hein, c'est plutôt société de médias. Elle est articulée en fait en plusieurs blocs, cette société. Donc vous avez 3 blocs. The Blockchain Land, entité média et événementielle, The Blockchain Dev, entité technologique de conseil et de services, et puis ICO Global Partner qui s'occupait des processus d'ICO qui étaient des levées de fonds qui ont été très à la mode ces derniers temps mais qui le sont moins désormais. Et donc ici c'est un petit peu un proxy, une action qui est pas corrélée aux cryptos mais qui profite en tous les cas de l'intérêt pour les crypto-monnaies à moyen long terme. Et donc ici on voit qu'on a une dynamique haussière, une oblique de soutien qui passe par les plus bas et qui passe actuellement à 0,8 euros. Donc tant qu'on est au-dessus des 0,8 euros, ça peut monter et on a des résistances à 1 euro et 1,12 € à faire casser pour pouvoir ouvrir du potentiel. Autre dossier que j'adore, Pharmagest International, c'est le genre de titre dont personne ne parle. Et c'est ceux qui en parle le moins, qui en mange le plus, j'ai envie de dire. Regardez cette magnifique valeur qui vend des logiciels dans les pharmacies. Une valeur qui est passée de 10 à 95 euros en l'espace de 10 ans. Et c'est sur ce genre de titre haussier qualitatif que parfois on va s'intéresser à d'éventuels replis. Vous voyez ici par exemple une zone de prix très travaillée au niveau des 75 euros avec la moyenne mobile à 200 périodes qui arrive en soutien à 75 euros. Si on venait chercher cette zone de prix, ce serait un moyen de payer cette action moins de 20% moins cher que les cours touchés sur les plus hauts. Et donc ce serait peut-être une possibilité d'entrée pour les investisseurs intéressés. Je vais essayer de finir relativement rapidement pour ne pas dépasser 1h30 d'émission en vous parlant des valeurs Covid. Alors j'ai été un peu dur hier sur Twitter en disant attention, sortez des valeurs Covid à court terme, c'est terminé. Je voulais surtout parler pour les court-termistes, je voulais surtout parler pour tous ceux qui avaient des stops serrés, qui étaient rentrés tardivement par exemple sur du Novacit à 10 euros, 11 euros, 12 euros, parce que je sentais bien que ça pouvait aller très vite très bas. On a perdu 50% en séance. Vous voyez le petit rond ici, en fait c'était la zone des 10 euros que j'avais mis en exergue comme étant un pivot clé, et sous les 10 euros il valait mieux sortir, laisser la valeur baisser et prendre ses pertes, couper ses pertes plutôt que de subir une chute de 40 ou 50%. On dit en bourse qu'il faut laisser courir les gains et couper les pertes, c'est à ça notamment que servent les stops. Tant qu'une valeur continue de grimper, qu'elle est en tendance haussière, on la garde, mais quand il y a une rupture, un changement d'état d'esprit, un changement de psychologie et qu'on casse des niveaux clés,
eh bien je suis désolé, mais la plupart du temps, il vaut quand même mieux sortir. Je vous donne un exemple tout bête, hein, Safran par exemple, qui est une société magnifique. Avec le Covid, on avait une belle tendance haussière ici, matérialisée par une oblique. Avec le Covid, on a cassé les 130 euros, on était dans un range, on est sorti par le bas, avec des volumes historiques, on a cassé une dynamique haussière. Bah, je suis désolé, mais même si aujourd'hui Safran est de retour à 118 euros, il convenait quand même d'alléger ou de sortir sa position à 130 euros pour pouvoir en payer 2 fois moins cher 2 mois plus tard. Et même si on ne rentrait pas au plus bas et qu'on re-rentrait sur Safran à 80 ou 85 euros, ça fait quand même un écart de 50 euros entre votre cours de sortie et votre cours de rentrée. Et puis d'autre part, perdre 30, 40, 50% sur une valeur et souffrir, c'est quand même extrêmement dur psychologiquement. Ça vous pèse sur le moral, ça pèse sur vos performances, et en plus de ça, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc c'est pour ça que je mets en avant, hormis dans des stratégies de moyen long terme sur dossier uniquement haussier, que utiliser des stops de protection pour tout ou partie de la position peut être intéressant. Après, bien évidemment, ça dépend des styles, et pour certains, ils préfèrent ne pas mettre de stop, c'est pas grave. Ce que je voulais aussi vous dire dans cette émission, c'est qu'elle est faite pour les court-termistes, les moyen-termistes, les long-termistes. Certains aiment les stops, certains n'aiment pas les stops. Je ne suis pas là pour vous donner une méthodologie d'intervention et vous forcer à faire quoi que ce soit. Donc je vais essayer de vous dire ce que je pense et ensuite vous ferez ce que vous voulez. Biosinex, donc Biosinex jusque hier c'était magnifique, le PDG, on avait appris début novembre que le PDG s'était renforcé, elle cassait ses plus hauts récents, elle cassait vendredi dernier ses plus hauts annuels, et hier elle s'envolait encore de 15%, 20% même en séance, donc c'était superbe, superbe dynamique haussière, beau dossier, renfort du PDG, mais malheureusement cette news est tombée et patatras, ça a tout cassé. Hier, Biosinex est tombé de 22 à 12 euros, donc forcément certains sont allés à la pêche aux bonnes affaires pour jouer un rebond technique. Néanmoins, comme j'ai essayé de l'expliquer sur Twitter, quand elle est remontée hier vers 18-19 euros en milieu de séance et qu'elle permettait de sortir à moins 7, fallait prendre cette opportunité. Parce que même si certains pensent qu'il y a des sociétés comme Biosinex qui continueront de gagner de l'argent même si le Covid s'estompe, je suis désolé, mais il y a un bonus Covid dans ces valeurs. Et même si cette société continue d'avoir un bon chiffre d'affaires pendant 1-2 trimestres grâce au Covid, il n'est pas dit que le Covid ça continue pendant 10 ans, il n'est pas dit qu'elle continue d'avoir un chiffre d'affaires exponentiel, que sa rentabilité continue d'exploser. Et donc allez-y avec des pincettes. Avoir toujours un petit peu de valeur Covid en portefeuille est légitime. On ne sait jamais que l'épidémie reprenne en Asie ou bien que le vaccin de Pfizer ne fonctionne pas, mais investisseur échaudé craint l'eau froide. Croyez-moi, il y a des fonds, des petits fonds, des petites sociétés de gestion, des gros traders qui étaient dedans, qui hier se sont fait littéralement doucher. J'ai discuté avec pas mal d'entre eux, ils sont pas prêts d'y retourner, hein. Donc j'ai lu beaucoup aussi de commentaires de gens qui disaient le Covid n'est pas fini, ces sociétés vont continuer d'avoir des bons résultats. Oui, mais elles n'ont plus de visibilité. En tous les cas, elles en perdent. Et elles ont aussi perdu la confiance des opérateurs qui se sont pris à un moins 40% dans la tronche en séance. Donc gardez ça à l'esprit. Ça reste peut-être pour certains des bons dossiers, mais ils ont perdu de la superbe, ces dossiers Covid. Eurobio scientifique, c'est pareil. Échec sous les plus hauts annuels. Ok, on revient vers des supports et ces supports sont soutenus. Ici, je dirais même que le gros support, la grosse zone de prix, elle est ici vers 10 euros. Donc pourquoi pas, si Eurobio passe de 19 hier à dans quelques jours 11 euros, pourquoi pas s'intéresser à certains dossiers avec doigté sur des replis très conséquents. Mais sinon, je vois plus trop l'intérêt en fait. Ensuite, Chargeur, elle a publié ce matin. Bonne résistance des activités historiques au troisième trimestre. Elle a relevé ses objectifs pour l'année. La direction vise désormais un chiffre d'affaires supérieur à 800 millions d'euros. Simplement, Chargeur, ça reste quand même aussi, en plus des activités historiques, une valeur Covid, une valeur qui vend des masques et qui profite du Covid et qui perd donc son bonus Covid à court terme. Chargeur, elle est en plus très 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 neutre à moyen terme.
Et désormais, je vois plus une stabilisation à plat de la sorte. Donc une zone d'achat théorique et une zone de soutien autour de 15 euros, une zone de résistance autour de 20 euros, mais plus une dynamique haussière et un intérêt de la part des investisseurs comme c'était le cas avant. Ubisoft, c'était juste pour vous montrer que voilà, on a joué les jeux vidéo à fond, mais ces valeurs, comme beaucoup d'autres, perdent leur bonus Covid. Donc Ubisoft, même chose que Chargeur un petit peu, même si ça n'a rien à voir en termes d'activité, est très neutre à moyen long terme. Si Ubisoft revient à 63-65 euros, c'est une zone d'intérêt. Mais là, au cours actuel, on est un peu au milieu de nulle part, et à court terme, les jeux vidéo, c'est devenu has-been. Bon, c'est une blague, hein, les jeux vidéo, tout le monde y joue, et Ubisoft continue de faire des très bons chiffres, mais vous voyez ce que je veux dire. Le bonus Covid de court terme s'estompe. Même chose sur Navia, vous allez me dire, mais quel rapport entre Navia, une société qui fait des navettes qui se conduisent toutes seules, avec le Covid? Tout simplement parce que les navettes se conduisent toutes seules, et que s'il y a le Covid et que tout le monde porte des masques et qu'on n'a pas de chauffeur et que etc. Navia, eux, ils peuvent faire fonctionner leur technologie. Simplement, c'est encore au banc d'essai. Navia, c'est un très beau projet, mais de long terme. Pour l'instant, c'est absolument pas une société rentable, c'est une société qui fait de la recherche. Et elle avait un petit intérêt Covid qu'elle perd, raison pour laquelle elle retombe aujourd'hui. Showroom privé, c'est un peu pareil. Showroom privé, c'est un site de vente en ligne. Bien évidemment, qui dit Covid dit achat des Français en ligne. Il y a eu des sondages faits et 70% des Français ont dit qu'ils étaient prêts à acheter en ligne pour Noël. On pourrait donc assister à des records de vente en ligne sur Showroom privé et d'autres sites en ligne. Donc il est légitime qu'elle soit soutenue. Donc il est légitime qu'hier, quand on parle de vaccin, elle soit retombée en séance. Il est légitime parce que les chiffres de Noël devraient être bons que les opérateurs continuent de spéculer dessus. Mais voilà. Elle perdra un peu de son intérêt. Je pense que là, les opérateurs spéculent vraiment jusque Noël. Alors, avant ou après Noël, difficile à dire. C'est haussier, c'est beau, faut rester au-dessus des 1,20. Et si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, la zone théorique de hausse va vers 1,60, 1,70. Mais pareil, elle a perdu un petit peu de son intérêt parce que même si Showroom privé va beaucoup vendre à Noël ce Noël, il n'est pas dit que ce soit le cas par la suite en 2021 si les gens peuvent ressortir de chez eux. Et puis je finis avec Mercialis et CGG, c'est des valeurs moyennes. Mercialis, c'est autre chose que de faire du Unibail qui est très grosse. C'était le moyen d'aller chercher en fait 10% aujourd'hui après la forte hausse d'hier. Sur des dossiers qui avaient des rattrapages un peu plus impressionnants que les big caps, que les grosses capitalisations à faire. Et donc vous voyez ici Mercialis, elle a continué de grimper. Le fait est que on approche d'objectifs haussiers théoriques de court moyen terme. Donc le fait qu'on fasse aujourd'hui cette émission mardi post-annonce hier et qu'on gagne déjà 10%, me fait parler pour ceux qui en ont, et pour ceux qui n'en ont pas, c'est beaucoup plus compliqué d'essayer de participer à ce genre de hausse. Même chose sur CGG Veritas, dossier ultra endetté, ultra baissier, société parapétrolière qui ne va pas bien du tout, raison de sa forte chute de ces derniers mois. Simplement, hier, je publiais ce graphique en hausse de 30% et je disais qu'il y avait peut-être encore un peu à grappiller sur ce genre de dossier plus petit et plus volatile. Simplement, ce matin, elle est montée jusque plus 15. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 24 heures, elle est passée de 0,50 à 0,72. Certains gagnaient déjà 40% en l'espace de 24 heures. Et c'est ce qui explique que certains prennent des prises des bénéfices au niveau des résistances, puisque ne l'oublions pas, ça reste un dossier ultra endetté et baissier. Voilà, 1h30, c'est la fin de cette émission. Premier épisode donc des marchés en action. J'espère que ce format vous a plu, que j'ai été assez dynamique, que vous m'avez compris quand je parle analyse fondamentale, psychologique, technique, macroéconomique. N'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas si vous avez une urgence, une question,
un problème avec l'émission, à m'écrire à nicolas@zonebourse.com. En tous les cas, je suis très heureux de reprendre du service, de retrouver l'équipe Zone Bourse et de faire cette émission. J'espère que ça vous donnera des clés de lecture et que ça vous permettra d'augmenter vos connaissances et d'améliorer vos performances. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous retrouve mardi prochain vers 11h midi. Je ferai au plus vite, hein. Là il est déjà midi donc la vidéo sera en ligne plutôt vers 13h. Sachez que je fais mon possible et puis par la suite on fera des émissions en direct directement sur la chaîne YouTube à 11h le mardi. Donnez-nous le temps de mettre tout cela en musique. A très bientôt. Au revoir.